Je crois que j'ai toujours eu ça. Comme mon père était d'origine étrangère, il était d'origine arménienne et qu'il était ouvrier chez Renault, il a passé tous les examens internes chez Renault pour à chaque fois avoir un meilleur poste et un meilleur salaire. Et on s'y retrouvés, mon père et moi, quand j'avais, on va dire, entre 8 et 10 ans à la fin de la primaire. On s'est retrouvés le soir à faire nos devoirs. Parce que lui, il avait beaucoup de devoirs de français. Et moi, j'avais mes devoirs pour la maison. Et en fait, c'est moi qui lui faisais faire ses devoirs de français. J'étais plus avancé en français que lui. Mais lui avait des devoirs qui étaient très intéressants, des devoirs que moi j'aurais aimé avoir à l'école. Par exemple, on lui donnait 10 phrases avec des auxiliaires, être ou avoir, ou avec faire, par exemple. Et il fallait qu'il les remplace par des synonymes. Et dès mon plus jeune âge, on s'est amusé avec mon père à faire ces devoirs-là, et donc à chercher les mots qui pouvaient remplacer des verbes un peu trop courants. Et au fur et à mesure, mon père y a pris goût, moi j'ai pris goût, on a commencé comme ça entre nous. Donc on a été très pauvres pendant un sacré bout de temps. Pendant, je crois, presque les 10 premières années de ma vie, on a vécu à 5 dans une seule pièce. Et donc on avait ce truc-là le soir qui était chacun prenait son bouquin. Et donc au lieu de dire, c'était tout simple, au lieu de dire j'ai fait la vaisselle, donc j'ai lavé la vaisselle, ou j'ai fait le lit, j'ai retapé le lit. Et on s'est amusé comme ça, et je pense que honnêtement, je pense que c'est de là qu'est m'est venu le plaisir d'écrire, quoi. Le plaisir d'aller chercher le mot juste, de le remettre dans une phrase qui est bien construite. Donc je pense que ça vient de là, ça vient de cette relation très particulière avec mon père et ses leçons de français de prolétaire immigré. Puisque maintenant je suis édité depuis 2013, ce que j'ai découvert, c'est ça, quoi. C'est redécouvert ce lien que j'avais avec mon père. C'est-à-dire que quand je travaille avec mes éditrices ou mes éditeurs, c'est la partie du métier que je préfère. Quand j'ai écrit un bouquin, je l'ai terminé, je l'ai relu, je l'ai travaillé, que je donne à une éditrice ou un éditeur qui va le relire de son côté, qui va l'amender, qui va le corriger, et on va s'asseoir en face d'une table pour 2 ou 3 heures, et on va, phrase par phrase, ils vont me dire s'ils en ont pensé, et phrase par phrase, je vais défendre ce que j'avais voulu écrire, ou accepter leur correction, ou mettre ce que je mets en marge de mes manuscrits quand je veux absolument pas changer ça. Je dis coquetterie d'auteur, donc ça veut dire ils peuvent chercher, ils l'auront jamais celle-là. Mais et en fait c'est ce que je préfère. Le soldat Yanouche, en fait, c'est la suite de l'Oiseau der the Room. L'histoire reprend en 1947, quand Staline invite les Arméniens d'Occident à revenir vers la République soviétique d'Arménie. Et ça va être l'occasion d'un revirement assez important, c'est-à-dire que celui qui va se rendre en Arménie, lui qu'on attendait le moins dans ce genre de voyage, bon, je ne vous dis pas qui c'est parce que vous le découvrirez, et par contre là-bas on va vraiment retrouver la destinée d'Aïanouche, la vraie Aïanouche, la petite Aïanouche, la sœur d'Araxi, parce que historiquement, de façon véridique, on a su qu'elle était en Union soviétique, mais on n'a jamais vraiment retrouvé sa trace. Donc voilà, c'est ce récit-là, avec en toile de fond ces relations très très tendues et très compliquées entre les Arméniens qui sont partis de France pour aller en Arménie, les Arméniens qui les ont accueillis là-bas plutôt mal parce qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils venaient faire, les Arméniens qui sont restés prisonniers pendant plus de 20 ans en Union soviétique, dont ils voulaient repartir mais qu'on n'a pas laissé repartir. Et toujours les mêmes tensions quand ils ont finalement revenu en France, les mêmes tensions avec ces Arméniens de France qui les ont à nouveau plutôt mal accueillis. Donc voilà, ce sont deux visages de l'Arménie. Cette fois-ci, c'est vraiment une confrontation entre la diaspora et les Arméniens d'Arménie. C'est le thème que je voulais développer dans ce bouquin qui s'arrête dans les années 65 et 70. Il y a 2-3 bouquins qui sont des bouquins de base de jeunesse et qui curieusement ont sûrement déterminé mon désir de voyage et le fait que j'ai fini par écrire des polars. Le désir de voyage, j'avais vraiment comme bouquin de chevet quand j'avais 8 ans, l'histoire de Bompard, tu sais, qui s'appelait « Naufragé volontaire », le gars qui avait inventé le Zodiac qui ne se retourne pas et qui a sauvé des milliers de vies. Et pour le tester, il est parti tout seul dans l'Atlantique pour démontrer qu'on pouvait survivre à bord de son canot. Et puis il y a un bouquin que j'ai jamais réussi à retrouver, qui doit s'appeler « Les enfants de la rue Paul » ou de la rue Saint-Paul. Et j'ai décidé parce que c'est une histoire de bande de petits copains de l'école, hein, un peu la guerre des boutons version Paris intramuros. Et dans ce bouquin, il y a un gamin qui meurt. Et c'est la première fois que je lisais un bouquin pour enfants
où il y avait un gamin qui mourait. On abordait ça franchement. Ouais, le môme était mort, et puis voilà, il fallait faire avec. Je pense que j'ai dû développer ce goût-là dans le fait que je commence vraiment avec des polars, quoi. Il n'y a pas de raison de préserver l'enfance de ce genre de choses. Il faut préserver les enfants, il faut préserver les lecteurs en général de la violence avec laquelle on l'écrit. Moi, par exemple, j'écrirai jamais d'histoire de serial killer. La structure même du serial killer, ça m'intéresse pas. Un des intérêts ou une des fascinations, c'est l'horreur de la description. Ça m'intéresse pas. Même si j'ai des scènes qui sont très fortes dans mes bouquins, c'est pas la façon dont on tue les gens qui m'intéresse. C'est le fait que les gens soient morts. C'est la motivation. Les raisons de tuer quelqu'un, plus que la façon de les tuer, trahit des sentiments beaucoup plus complexes, quoi. Ça m'intéresse. Ouais, ça n'a pas changé. Il n'y a plus la terrasse au-dessus des garages où on faisait les fêtes et les grands repas. Mais la maison n'a pas changé. Elle a juste été un peu repeinte, mais à peine. Une famille par fenêtre. La fenêtre en bas à gauche c'était la cuisine. En bas à droite c'était là où on vivait avec ma famille. C'est-à-dire que mes parents et mes deux frères et sœurs, on vivait à 5 dans la même pièce. Au-dessus c'était où vivaient mon grand-père et ma grand-mère. Et à droite c'était où vivait ma tante. Ensuite, quand elle s'est mariée avec mon mari. Je suis né dans la cuisine, on m'a donné mon premier bain dans la machine à vaisselle. Il reste la vie. J'ai pas de nostalgie triste de ça. C'est-à-dire que moi j'ai ce que j'ai appris au Brésil, après j'ai la saudade, j'ai une nostalgie heureuse, c'est-à-dire que je regrette pas ce qui n'est plus. Je suis content que ça existait. Donc je suis content d'avoir vécu ça. On était heureux ici. On était vraiment pauvres, mais on était heureux. Puis ça représentait quelque chose. Quand ils ont construit ça, mes grands-parents, ils sortaient du drame du génocide. C'est-à-dire que ma grand-mère, quand elle s'est retrouvée ici à la fin des années 20, entre 1915 et 1921, elle avait été esclave. Donc elle était esclave dans les déserts du côté d'Alep. Et après, elle se retrouve ici à avoir son petit pavillon en France, pas loin de Paris. Donc c'était un bonheur absolu pour eux. Et même pour moi, ça l'a été d'ailleurs. À sentir sur le film, c'est vraiment la vie. Déjà, il y a le boulgour, c'est le blé cassé avec lequel on fait beaucoup de plats. Après, tu as des charcuteries comme le bassouma, le soutio. Il y a les gombos pour faire le bamia, les simi. Ici, il y a des choses qui sont faites, des pizzas arméniennes, des rajoun, des volets, tout ce qui sent bon et qui est bon, c'est arménien. Ça sent bon. Ça, avec le café, c'est une tuerie. Le café était mort quand tu bois. Ah oui, c'est bon. Ça va bien? Ouais, petit. Harach, en avant. Je tenais à venir ici parce que ce sont les bureaux de Harach. Et en fait, maintenant, c'est Nor Harach, qui était Harach était le premier quotidien étranger, en langue étrangère en France, arménien, donc entièrement arménien. Et mon grand-père a toujours lu ça. Et un des épisodes dont je parle dans L'Oiseau bleu d'Erzurum se passe dans la maison où Harach a été créé à l'époque par le parti Daşnag. Et par la suite, ça a bercé mon enfance de façon un peu mystérieuse parce que je ne lis pas l'arménien. Donc c'est une magnifique écriture que je ne lis pas, mais j'ai toujours vu mon grand-père, mes oncles, mes tantes lire Harach chez nous, dans la maison qu'on a vue tout à l'heure, la petite maison à Meudon. C'est une histoire que je porte en moi depuis très longtemps. Tous mes polars, je les ai dans ma tête depuis longtemps. Les scènes par lesquelles s'ouvrent tous mes polars sont des scènes auxquelles je pense depuis des fois 30 ans. La scène de Yorul Delger avec la petite pédale de tricycle qui dépasse de la steppe. Le principe, ce petit jouet innocent qui laisse supposer qu'il y a une petite victime en dessous dans un environnement hostile, je me la suis travaillé dans la tête depuis longtemps. Je me trimballe beaucoup de scènes comme ça, je les ai en tête et je sais que ça sera le début de quelque chose.
Moi, je ne cherche pas à mettre mes sentiments dans mes bouquins. C'est-à-dire que ce que je traduis dans mes bouquins, ce sont des sentiments universels, hein, puisque pour moi, la bonne définition de la littérature, c'est transmettre des sentiments universels à travers des destins individuels. Donc moi, mon boulot d'écrivain, c'est de créer des destins individuels qui vont transmettre au lecteur des sentiments universels, qui sont les sentiments de base, hein, la peur, l'amour, la vengeance. C'est pas un témoignage sur ma famille. Je prends l'histoire de ma famille pour en faire quelque chose d'universel. Et les sentiments qu'évoquent mes personnages ne sont pas les miens. Je charge ces personnages de sentiments différents, je me sers d'eux, mais je ne suis pas en première ligne. C'est une biographie romancée, ça veut dire que 90% de ce qui est dedans est réel, des gens l'ont vécu, mais je m'autorise à le romancer. Naturellement, je suis tenu par ce qui est vraiment arrivé aux personnages que je connais. Araxi et Aïgaz, c'est à 90% leur vraie vie. Après, il y a les personnages secondaires, comme Agop, par exemple, qui sont l'assemblage de 2 ou 3 personnes réelles que j'ai connues pour en faire un personnage plus fort. Ça me fascinait, ce destin. Cette femme qui était devant moi, qui a enfanté mon père, et dont je suis le descendant, que tu regardes dans sa petite vie tranquille de petit pavillon français, tu te dis, merde, elle a survécu à un génocide à l'arme blanche. Hein. Il n'y a pas de degré dans l'horreur, mais c'était quand même quelquefois jusqu'à 1000 personnes passées au sabre par jour, dans des endroits qu'on appelait des abattoirs. Tellement de morts que ça engorgeait les fleuves, que les fleuves débordaient, tellement les cadavres s'empilaient dans des goulots. Elle avait survécu à ça. Après, prise comme esclave dans une colonne qui l'a déportée pour aller mourir dans un désert, elle est esclave pendant 6 ans. Et puis aujourd'hui, elle est dans ce petit pavillon de banlieue, elle voit passer le Concorde quand il décolle et puis qu'il part pour les États-Unis au-dessus de chez elle. Elle a une famille, elle a des petits-enfants. Il n'y avait pas de raison, si tu veux, de vouloir m'obstiner à en faire un roman. Mais il y avait simplement que ça avait enfoui tout ça chez moi. Et comme ce qu'on met dans ma tête, il y a plutôt un terreau fertile, oui, j'avais toujours l'idée qu'un jour j'écrirais ça.